Bienvenue sur le podcast du site Je bosse en grande distribution. Je suis Jonathan, fondateur du site, et après plusieurs expériences comme chef de rayon et un passage dans le monde des médias, j'ai décidé de faire de Je bosse en grande distribution le rendez-vous de celles et ceux qui vivent le commerce au quotidien. Chaque semaine, je reçois un invité pour parler des nouveaux enjeux passionnants du monde de la grande distribution. On y parle des métiers, de transition numérique ou encore des sujets liés à la RSE. Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Cet épisode du podcast est enregistré en partenariat avec Nanotera, agence de communication tactique et expert de la communication promotionnelle du retail. Nanotera accompagne plusieurs enseignes GSA ou GSS en France dans le déploiement des plans d'action omnicanal et local. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nanotera.eu, Nanotera. Bonne écoute. Bonjour Pierre. Bonjour Jonathan. J'ai la chance d'être dans vos locaux, ici à Vertou, pour l'enregistrement de ce podcast. Vous êtes le dirigeant associé, si on peut dire ça comme ça, ou le co-associé du Super U de Vertou, situé en périphérie de Nantes. Alors j'ai voulu vous recevoir sur ce podcast parce que vous avez fait un choix important, il y a déjà un peu plus d'un an, d'arrêter le prospectus papier dans un magasin situé en zone urbaine, on peut dire ça comme ça. Alors j'ai une première question de présentation, Pierre. Déjà, qui êtes-vous et quel est votre parcours en grande distribution ? Bienvenue Jonathan au Super U de Vertou. Donc Pierre Godino, cette petite visite physique est sympathique parce que pour parler un peu de mon histoire, tu as derrière toi notre ancienne vitrine des cadeaux carte U, parce qu'à l'époque, avant de distribuer des euros, c'était des points et en échange de ces points, on avait le droit à des cadeaux qu'on a remonté dans cette salle de réunion pour y faire un peu notre vitrine de l'histoire, parce que moi je suis un enfant de la grande distribution. Je suis la 3e génération chez U dans ma famille, et même on peut dire la 4e génération de commerçants indépendants dans l'alimentaire. C'est-à-dire que ton arrière-grand-père a commencé dans le commerce ? Ouais, c'est ça. Mon arrière-grand-père était primeur et donc avait un camion et il allait livrer directement ses produits chez les clients. J'ai d'ailleurs en magasin au rayon fruits et légumes des vieilles caisses qui lui appartiennent à Jean Godino. Okay. Et donc voilà, du côté surtout de mon père, ça. Parce que du côté de ma mère, c'était plutôt des agriculteurs, éleveurs bovins. Et puis ensuite, mes grands-parents, que ce soit du côté de mon père et de ma mère, étaient des petits commerçants dans leur centre-ville, leur centre-bourg, on va dire. Commerçants, épiciers, drogueries, puis petit à petit, un peu plus d'alimentaire. Sous quelle enseigne à l'époque ? Il n'y avait pas d'enseigne. Il n'y a pas À forcément l'époque, d'enseigne. c'était le petit magasin du centre-ville, des tout petits magasins. Celui Toujours du côté à Nantes ou non, moi je suis originaire des Deux-Sèvres plutôt, et puis aussi des Mauges. Donc côté de ma mère, c'était à Cerizay, dans les Deux-Sèvres. Okay. Et du côté de mon père, c'était donc à Saint-Macaire en Mauges, à côté de Cholet. Et donc mes deux couples de grands-parents, de part et d'autre, ne se connaissaient pas au début et ils faisaient finalement le même métier, la même activité. Et puis l'activité petit à petit a pris un peu d'ampleur. Pour la petite histoire, j'ai même mon grand-père maternel qui lui faisait de la livraison à domicile, c'est-à-dire qu'il avait un camion. Déjà à l'époque. Déjà à l'époque, et il livrait directement chez les clients. C'est extra, c'est vraiment cyclique notre métier. Et donc mes parents se sont rencontrés comment ? Parce qu'ils se sont rencontrés de la manière suivante. Les commerces de mes grands-parents grandissaient. Un jour, ils ont eu l'enseigne Unico parce que c'est des petits commerçants indépendants qui se sont réunis pour acheter ensemble, etc., autour d'une centrale d'achat, une coopérative. Et puis voilà, je peux refaire l'histoire. Années 60 à peu près Oui, c'est ça, ouais. 70. Et puis, Unico, petit magasin, un peu plus grand, et puis à un moment donné, un supermarché, quoi, carrément. Et donc, mes parents se sont rencontrés dans le magasin des parents de mon père. Donc, ma mère a été embauchée, et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Donc, je suis un enfant de la grande distribution parce que ce soit du côté de mon père et de ma mère, mes oncles et tantes sont tous dans ce métier quasiment. Donc, il y a pas mal de Super U dans la famille, parce qu'on est tous chez U. Et donc moi j'ai baigné dedans avec mon frère avec qui je suis associé depuis ma plus tendre enfance. Donc quand j'ai fait mes études, etc., après je me suis spécialisé dans la grande distribution à travers une licence en alternance
Finalement, je me suis un peu ennuyé quoi, à cette licence parce que j'apprenais pas grand-chose. Tu avais déjà les acquis du terrain avec tes parents, c'est je ça. pense que tu connaissais déjà le métier. Si tu veux, les réunions de famille et puis même le soir à table, ça parlait de boulot, donc tu apprends des choses quand t'es gamin. Quoi. Et du coup, ça veut dire que tu es passé par plusieurs métiers en magasin ou tu es passé directement sur un poste de manager ou Non, de directeur? nous vraiment, on est des gens de terrain et puis vraiment avec les valeurs du travail, donc j'ai dû prouver par moi-même en passant vraiment par la petite case. Et déjà, tout gamin, moi, quand j'ai souvenir, je bossais à 8 ans, 9 ans, 10 ans pour les menus traiteurs en fin d'année. Après l'été, quand on rentrait de vacances avec mes parents, tiens, tu vas venir, tu vas aider au bazar pour implanter la rentrée scolaire, etc. J'étais gamin, C'est fou, ça, moi, t'as déjà un peu j'étais dedans, pas payé, quoi, normal. Hein. Je bossais dans l'entreprise de mes parents pour leur filer un coup de main. Super souvenir. Bah oui, que des bons souvenirs. Hein, que des bons souvenirs. Et puis c'est comme ça qu'on apprend les choses. Et puis donc après, j'ai fait un bac scientifique parce qu'à la base, je me dirigeais pas du tout vers ce métier. Mes parents nous conseillaient de faire autre chose en disant ouvrez-vous, faites autre chose. Hein, vous n'êtes pas prédestiné à faire ce métier. C'est pas parce que qu'il faut le faire. Faites autre chose. Donc moi comme mon frère, on s'est ouvert vers d'autres horizons. Et puis à un moment donné, quand tu arrives à 18-19 ans et que tu veux te payer ton premier ordinateur portable, tu vas bosser l'été. Et puis c'est là que tu comprends que voilà, ce métier c'est une drogue. C'est un métier qui est très passionnant. Et donc quand tu mets le pied à l'étrier, en général, tu y restes un peu de temps. Piqué par le commerce. Piqué par le commerce. Donc toi, j'ai commencé comme ça en réintégrant le magasin de mes parents en tant qu'employé commercial. Sur le secteur bazar, et puis le manager à un moment donné il est parti, donc j'ai repris un peu son rôle, etc. Puis là j'ai dit à mes parents finalement ce que je veux c'est continuer dans ce métier, mais j'aimerais bien reprendre une formation pour avoir un peu plus le côté théorique, etc. Donc j'ai fait cette formation là qui était une licence pro à Nantes là, qui était pas mal quand même, avec des profs de très bonne qualité, et puis j'ai fait mon alternance dans un autre Super U aux Essarts en Vendée là, chez Daniel Nègre, un ancien industriel. Donc il m'a beaucoup formé. Gros magasin, Daniel, c'est mon mentor. C'est mon mentor parce que il avait l'esprit industriel. Hein. Il était chez Yoplait. Il avait fait une super carrière chez Yoplait, donc il avait un regard un peu neuf, un peu extérieur. Donc il m'a beaucoup apporté. Et puis je suis parti de chez lui pour rejoindre mon frère qui lui venait de revenir dans l'entreprise familiale pour l'accompagner, l'aider. Et puis j'ai toujours été très proche de mon frère Thomas. Et j'ai toujours eu le désir de bosser avec lui, c'était réciproque. C'est un grand frère ? C'est un grand frère, il a 4 ans de plus que moi. Ouais. Ok, alors, juste pour ceux qui... Alors, tu n'as pas donné ton âge, tu as 30 ans, plutôt très jeune pour un associé chez U, un co-associé chez U. Et tu as déjà finalement un parcours dans la grande distribution, même si on ne compte pas forcément avant 18 ans, mais tu connais très bien le secteur. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi ? Donc ça fait 4 ans que vous avez le magasin, enfin vous êtes co-associé du magasin, vos parents sont toujours propriétaires. Ouais. Et votre quotidien, c'est quoi aujourd'hui ? Notre quotidien, moi on se voit un petit peu comme des pompiers, chefs d'orchestre, on va dire. C'est vrai que depuis le Covid, ça a changé beaucoup de choses. Et moi je dis souvent, on a un peu un rôle de pompier quand même. Ouais. Il y a eu un avant-après, tu le sens vraiment comme ça. Ouais, clairement. Déjà, c'est vrai qu'avec le Covid, on se serrait plus les mains. On a l'habitude de faire tout le tour du personnel, de serrer les mains de 100% du personnel. Ouais. Avec le Covid, du jour au lendemain, on a arrêté de se serrer la pince. Et mine de rien, ce manque de contact physique a quand même créé une fracture, je trouve. C'est pas revenu depuis Si, ça revient, mais disons qu'on essaie de le faire avec parcimonie, parce que il y a peut-être plus forcément trop le Covid, mais il y a les grippes et compagnie. Ouais, donc on a pris des réflexes, on va dire, d'hygiène pour éviter tout simplement d'être tous malades et d'être tous en arrêt. Donc c'est vrai qu'on se sent un peu comme pompier parce que finalement notre rôle c'est d'assurer dans un contexte qui est très compliqué de par le Covid qu'on a connu, la guerre ukrainienne qu'on a connue et qui a amplifié les phénomènes de rupture, de pénurie, etc. Des tensions sur l'emploi aussi, j'imagine. Ouais, des tensions sur l'emploi que nous on connaissait depuis déjà pas mal d'années. A contrario, moi, de mes oncles et tantes qui sont plutôt dans des zones rurales. Ouais. Nous, on est en périurbain, aux portes de Nantes. On a vraiment senti ces tensions bien en amont. Parce qu'on aurait pu penser l'inverse, justement, qu'en zone rurale, ça aurait été plus difficile de recruter. À l'époque, il n'y a pas très longtemps, mais il y a 6-7 ans, on en parlait avec mes oncles et tantes. Nous, on avait déjà des problèmes, des tensions sur les métiers de bouche, notamment. Et mes oncles et tantes n'avaient pas ces problèmes-là, parce que quand tu es un magasin en ruralité et qu'il n'y a pas trop de
d'entreprise, entre guillemets, les gens qui ont un poste sont contents de l'avoir, ils vont pas chercher ailleurs, alors que nous, on est entouré de concurrents et de collègues. Ouais. Donc quand tu bosses en grande distribution, tu as l'embarras du choix pour trouver un boulot normalement. Ouais, c'est ce que j'allais dire, on va en reparler aussi après, mais on est dans une zone très concurrentielle ici à Nantes. Alors je compte pas les nombres de magasins, mais on est entouré de Leclerc, Auchan, Carrefour, qui est pas très loin finalement, sans compter les Biocoop, les maraîchers, qui vendent en direct ici beaucoup aux alentours de Nantes. Comment vous vous positionnez finalement chez U ? Vous avez un discours très commerçant, très local. Comment vous vous positionnez aujourd'hui commercialement parlant, comparé aux autres ? Ouais, alors c'est sûr que on voit bien que les parts de marché, les parts du gâteau ne font cesse que de rapetissir, hein, parce qu'il y a de plus en plus d'intervenants. Nous, l'année dernière, on a pris un grand frais à Haute-Goulaine. Ah oui, ouais. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le consommateur, il a besoin de plusieurs formats aussi pour faire ses courses. Parce que si ces enseignes existent, c'est qu'elles répondent à des besoins et à des consommateurs. Ouais. Donc Système U a toujours surfé, on va dire, sur le côté proximité. Proximité, le commerce qui profite à tous, hein, même si c'est l'ancien, c'est notre ancienne phrase symbolique, mais nous, c'est l'aspect local, on va dire, et aussi proche de ses employés, proche des fournisseurs et proche des clients. C'est vraiment le trio qui fait que nous, on essaie vraiment de se distinguer là-dessus, et je pense que c'est l'ADN de l'enseigne aussi. Hein. Dans chaque magasin U, c'est le cas aussi pour Leclerc et Intermarché. Mais bon, chez U, on a une taille intermédiaire par rapport à Leclerc notamment, où donc chaque patron associé de magasin. Surtout ceux qu'on a ici qui sont. Ici, c'est plus des colosses, carrés, quoi. Ouais. Nous, on est présent en magasin, en surface de vente, pour échanger avec nos salariés, répondre à leurs questions, leurs interrogations, leurs demandes, pour manager, briefer les gens. Et donc, cette proximité, elle est importante pour nous, pour les salariés. C'est un peu la même relation qu'on a avec les fournisseurs. Où on essaie d'avoir un maximum de fournisseurs directs. Nous, à Vertou, c'est vraiment notre cas. On travaille avec beaucoup de directs, mais c'est historique. Ça a toujours été le cas. Ok, vous avez une idée de ce que ça représente en volume et en chiffre d'affaires ? Je pense que c'est à peu près 20 ou 25% de notre chiffre d'affaires qui est du direct. Hein. C'est énorme. C'est colossal, ok. J'ai pas un secteur du magasin où il n'y a pas de direct. Hein. Donc forcément, pourquoi le direct ? Parce que tout l'assortiment Système U ne peut pas répondre à l'ensemble de notre clientèle. Et puis on va aller chercher aussi à se différencier avec du direct. On va chercher des produits que les autres enseignes n'ont pas forcément, autre chose que de la marque industrielle nationale. Et puis vous avez aussi, on va parler chiffres, mais forcément moins d'intermédiaires, marge que vous pouvez plus facilement piloter aussi. Voilà, moins de références pour le client sur les prix de vente aussi, donc forcément les marges sont un peu meilleures aussi. Alors, en parlant de proximité, vous avez quand même d'arrêter de distribuer le prospectus papier, qui est quand même un lien important aujourd'hui entre l'enseigne et les clients. Alors ça fait quoi ? Ça fait 1 an et demi que vous avez arrêté le prospectus ? Alors la distribution. En fait, ça fait moins que ça. Ça fait, on a arrêté officiellement la livraison le 1er juillet. La distribution, on l'a arrêté au 1er juillet, mais on a pris la décision 6 mois plus tôt. Parce que Système U, on commande nos prospectus 6 mois à l'avance, comme les autres enseignes, je pense. Et donc, on a pris cette décision, non pas dans l'objectif de la proximité ou de la non-proximité, mais plutôt dans l'idée de se dire qu'est-ce qui est aujourd'hui futile. Pour nous, c'était un peu ça. C'est-à-dire que quand on s'est posé, ça faisait pas mal de temps que ça nous trottait dans la tête, parce qu'on avait des collègues... je pense notamment à Jean-Luc Pénicaud, à l'hyper de Luçon, on connaît un petit peu, qui a fait ça déjà il y a pas mal de temps, il était très précurseur. Oui, je dirais il y a 2 ans. Ouais. Et c'est vrai que nous, on avait toujours ça un peu en tête, à se dire qui sera le premier. Et c'est un peu notre vision des choses. Nous, on aime bien être les premiers. Ce qu'on se dit, c'est important d'être le premier dans ses décisions, dans sa stratégie, parce que c'est le premier qui marque les esprits. Pour le client. Vous êtes le premier chez U, vous savez ou... Non, on n'est pas le premier chez U. On a des collègues dans d'autres régions qui l'ont fait avant nous. Par contre, sur Nantes et son aglo, on sait qu'on est le premier à l'avoir fait. Pourquoi l'avoir fait ? Auchan avait arrêté déjà il y a 2 ans. Auchan Saint-Herblain. Ah oui, Saint-Herblain, d'accord, peut-être. Ouais. Je sais que les Leclerc ont arrêté en début janvier. Et du coup, vous suivez ? Et chez U, en tout cas, sur Nantes, on était le premier, ça c'est sûr. On l'a fait parce que...
On avait envie de le faire déjà depuis pas mal de temps par conviction écologique. Surtout que quand on a pris la décision, nous, on n'avait pas connaissance, le contexte qu'on connaît là sur l'inflation économique, telle qu'elle est aujourd'hui et sur notamment l'inflation des énergies, sur le coût de l'électricité. On n'avait pas connaissance de ça quand on a pris la décision. On a eu de la chance, entre guillemets, parce que quand on a appris les inflations d'énergie, on s'est dit, bah, tiens, ça sera de bon domaine de faire des économies. Mais on n'a pas pris cette décision par rapport à ça. Parce qu'on n'avait pas déjà cette connaissance du contexte encore. Donc c'était purement écologique au début. Ouais, c'était plus écologique. Vraiment en se disant, nous-mêmes, on se met toujours dans la place du client. On dit toujours à nos équipes, mettez-vous dans la tête d'un client. Vous voyez, comme si vous étiez un client. Et nous-mêmes, en tant que client, on a une vie, comme tout le monde. On a une maison, une boîte aux lettres. Et sur notre camp, on voit les tonnes de prospectus qu'on a dans notre boîte aux lettres, qu'on n'a pas le temps de regarder, qu'on prend pas le temps de regarder, qui nous intéressent pas du tout. Qu'au final, on fout à la poubelle dans le sac jaune pour recycler. On se dit, mais c'est du n'importe quoi. Il faut arrêter. À un moment donné, pour arrêter, il faut qu'il y en ait un qui ait le courage de le faire. Donc, on s'est dit vraiment, est-ce qu'on va perdre en chiffre d'affaires? Franchement, j'en suis pas persuadé. Est-ce qu'on ne voit pas les clients venir dans le magasin avec les catalogues? On se disait, bon, et pourquoi pas, peut-être sur les opérations type foire au vin ou autre. Peut-être qu'on le sentira, mais on s'est dit, le risque en vaut la chandelle. Donc, arrêtons. Essayons, soyons les premiers et ayons l'audace de le faire. Et puis, on verra bien. On pense pas que le commerce va s'écrouler. Au pire des cas, si on perd un petit peu de chiffre d'affaires, on s'en sortira et puis on le récupérera l'année suivante. Voilà, tentons le coup, quoi. C'est aussi une question de génération. Vous êtes jeune, donc forcément, peut-être que vous l'utilisez moins aussi, le prospectus papier. Si on compare peut-être à une population plus âgée, d'ailleurs, est-ce qu'eux vous ont fait des retours? Qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette décision? Je crois que vous n'avez pas trop communiqué finalement sur l'arrêt du prospectus il y a quelques mois. En fait, quand on a décidé d'arrêter, on a communiqué par notre réseau Abribus. Parce que nous, on a un réseau de 19 faces sur Nantes, là, Sud-Loire surtout. On avait surtout communiqué sur le réseau Abribus, sur Internet par la communication sponsorisée. C'est à peu près tout. Et puis en magasin, mais bien en amont. On a anticipé, nous, cette communication en distribuant aussi en ligne de caisse des stop pubs. C'est-à-dire quand on a pris la décision, ça devait être 3 mois avant l'arrêt des tracts, là, début juillet, on a distribué à tire-larigot en ligne de caisse des stop pubs. On en a même envoyé dans les boîtes aux lettres de clients. Pour préparer les clients déjà. Ouais, pour préparer les clients, puis en disant, tiens, si nous on arrête d'envoyer les catalogues, les clients qui vont mettre le stop pub sur leur boîte aux lettres ne recevront pas non plus les catalogues de Leclerc et des concurrents. Donc on s'est dit, stratégiquement, en faisant ça, le client ne va pas recevoir le catalogue du Super U de Vertou, mais pas non plus de ses concurrents. Donc on a anticipé en faisant ça et puis en se disant on va être le premier, ça sera vertueux, ça sera positif. C'est malin. Ouais, on a plutôt bien pensé à la stratégie et je pense qu'on s'est bien débrouillé là-dessus. Ce qui fait qu'on a sincèrement quasiment eu aucun retour à l'accueil de clients déçus par l'arrêt de la distribution des tracts. Aussi parce que on a conservé des commandes de tracts. On continue d'en commander et de les distribuer à l'accueil, à l'entrée du magasin. Ce qui fait que les personnes du troisième âge, qui viennent d'ailleurs quasiment tous les jours dans notre magasin, viennent le récupérer à l'accueil. Le lundi ou même la semaine d'avant, ils le récupèrent et puis ils l'ont leur catalogue en fait. Ça les a pas bouleversés en quelque sorte. Non, ça n'a pas changé leur vie. Vous êtes un peu à contre-courant justement de Système U. On voyait Dominique Schelcher il n'y a pas très longtemps qui disait que Système U n'arrêtera pas le prospectus papier. Enfin, vous allez réduire la voilure, mais pas l'arrêter définitivement. C'est quoi votre position vous par rapport à U? Est-ce qu'ils suivent ce que vous faites? Est-ce que vous remontez de l'information? Comment ça se passe? La différence, c'est que nous, on ne fait pas de politique. Donc, quand on prend une décision, on la prend en fonction de ce qui nous paraît être bon et pas en fonction de ce que les gens peuvent penser. Système U nous a contactés aussitôt après avoir arrêté la distribution, courant juillet, comme tous nos collègues. Alors, le chiffre, qu'est-ce que ça donne? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Non, mollo, on vient tout juste d'arrêter. C'est trop tôt pour tirer des conclusions. Ça fait 15 jours, 3 semaines, 1 mois qu'on a arrêté. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise là? Faut un peu de recul avant d'analyser la situation. Donc, après coup, nos collègues à chaque GEP, tous les mois, nous reposaient la question. Et puis, à chaque mois, on disait, voilà, pour l'instant, c'est comme ça, etc. Et puis Système U nous a pas trop sollicité après par rapport à cette décision et finalement je pense que d'autres collègues ont fait la même chose dans d'autres régions et donc on nous a pas forcément sollicité sur notre point de vue tout ça à ce niveau-là. Donc nous on a vraiment agi sur notre zone et puis c'est tout quoi. Mais c'est vrai que le discours de Dominique Schelcher
je partage pas forcément la même vision. Parce que mon frère non plus, d'ailleurs, on est en phase sur tout ce que je dis. C'est intéressant, j'espère qu'il nous écoute. Ouais, il nous écoutera. Et parce que, certes, il y a une économie derrière ça, mais je veux dire, dans chaque activité, dans chaque économie, je pense que les choses s'anticipent. Et je pense que aussi le domaine de l'impression et du papier évolue. C'est évolue depuis déjà plusieurs années, parce que l'arrêt du tract, l'arrêt du papier, etc., c'est pas une grande surprise. C'est quand même un sujet de long terme, et je dirais même qu'on a été un peu tardif pour le faire. Notre métier aurait pu aller plus rapidement sur ce sujet-là. Donc je pense qu'il y a une phase de transition pour eux à prendre, et je pense qu'ils l'ont déjà en grande partie pris quand même. Après, c'est tout à chacun de prendre les bonnes décisions dans la stratégie de leur entreprise. Après, je pense aussi que la distribution du catalogue en boîte aux lettres, l'arrêt du moins de cette distribution n'est peut-être pas faisable n'importe où. Alors c'est un peu mon point de vue, parce que nous on s'est permis de le faire parce que on est en périurbain, on est dans le cœur de Vertou. Notre zone de chalandise, elle est importante en termes de nombre de personnes, mais on ne va pas chercher très loin en kilomètres. Quand on est plutôt dans le rural, où là la zone de chalandise c'est 30 km, parce qu'il y en a quand même des magasins qui ont des zones de chalandise très très larges, où là les clients ne passent pas régulièrement devant le magasin, n'ont pas de communication urbaine ou autre. Là, je sais pas. Je dis pas qu'on aurait pris la même décision si on avait été à Pétaouchnok. Parce que finalement, votre zone de chalandise, elle s'étend à quoi, à 10 km max? Même pas. Même pas. Nous, on tire un peu dans le vignoble, on va dire. On va aller chercher un petit peu jusqu'à Aigrefeuille-sur-Maine, mais c'est à peu près tout. Oui. Après, le cœur de notre marché, c'est Vertou. Vertou même, Vertou, et puis les communes Haute-Goulaine, appelées, quoi. Les gens ne connaîtront pas forcément ce qu'on dit, mais oui. Ouais, bien sûr. Mais oui, c'est vraiment notre ville, et puis il y a une densité très forte, donc on va pas chercher très loin en distance. Quelle solution vous avez mis en place pour remplacer le prospectus? On avait anticipé en digitalisant notre communication en interne, donc par des grands écrans. Et des télés qu'on en point de vente directement. En point de vente. Ouais. Et puis on s'est aussi adossé avec un outil sur les réseaux sociaux, là sur Facebook. Là, l'enseigne nous avait donné un outil, la DeepReach, qui était un prestataire sur lequel on s'est adossé le premier semestre pour faire de la communication sponsorisée. Faire de la publicité sur Facebook et Instagram. Au bout de 2-3 mois, on savait que c'était plié. On s'était engagé sur 6 mois, donc on a été jusqu'au bout de notre engagement, et puis on a arrêté. Puis on s'est dit, après tout, avec notre page Facebook, on a 2000 abonnés, on a possibilité de sponsoriser les opérations qui nous seront importantes. Et puis ça fera le même effet, quoi. Donc ce qu'on fait depuis le mois de janvier de cette année 2023. Et donc pour l'instant, ça fonctionne très bien comme ça. Parce que DeepReach, il faisait de la publicité donc géolocalisée, pour rediriger les gens vers le prospectus en ligne. Et ça, de votre côté, c'est pas quelque chose que vous mesuriez, ou vous voyez pas les impacts en termes de chiffre d'affaires? Non, on n'a pas du tout ressenti la chose. On n'a pas du tout ressenti d'effet positif ni négatif, mais à notre propre usage, quand on voyait parfois des notifications qu'on recevait de collègues qui étaient à l'autre bout du département ou autre, on s'est dit il y a un gros souci sur un système de géolocalisation, c'est pas au point. Donc autant arrêter. Et puis c'était relativement coûteux aussi. Donc on s'est dit, au regard du prix, ça ne valait pas la peine de continuer. On peut donner peut-être un ordre d'idée en termes de budget, ce que ça représentait, ou ça reste tabou? Ouais, non. De mémoire, c'était 350 € par opération. Ça devait être la campagne. Il y avait 2 types de campagnes avec DeepReach. Je crois que c'était de cet ordre-là, 350 € par catalogue. Donc budget divisé à la fois en achat média et en prestation aussi de la plateforme, j'imagine, ou... Non, en fait, c'était que de l'achat média. Ouais. Nous, on passait commande sur la plateforme, et puis c'est tout, on faisait rien d'autre, et ils faisaient rien d'autre. Donc ils sponsorisaient sur les réseaux sociaux, type Facebook, et puis aussi sur les sites internet avec la géolocalisation. C'est pas non plus un budget qui est énorme, mais disons, on regarde ce que ça rapportait, rien du tout. On a décidé d'arrêter, et puis de se dire, quitte à mettre ce budget dans la sponsorisation des publications Facebook, on peut faire des trucs sympas. Du coup, alors vous avez une page Facebook, un compte Instagram. Comment vous pilotez ça en interne? On n'a qu'une page Facebook, on n'a pas de compte Instagram pour l'instant. J'étais pas convaincu de l'intérêt de la page Instagram pour notre métier.
Et pour l'instant, c'est moi et mon frère qui l'utilisons, parce mais on a l'intention de le déléguer à quelqu'un dans le personnel. Ok. Et là, idem, les retours, difficiles à mesurer, j'imagine. Vous partagez quoi sur Facebook? C'est plutôt de la promo? Vous partagez des valeurs de l'entreprise? Ouais, c'est pas trop notre fort. C'est pas notre fort. Je pense qu'on peut faire mieux. C'est pour ça qu'on va aussi on va déléguer ça à quelqu'un quand on aura le temps de s'en occuper à plein temps, on va dire. Ouais. Mais nous, on est plutôt sur la communication institutionnelle, disons, voilà, plutôt que de partager comme à l'époque sur les panneaux 4x3 la tranche de jambon blanc Herta. Il faut changer c'est pas la trop forme de d'intérêt. publicité. Ouais. Donc on préfère communiquer sur des événements, effectivement, sur des moments forts de l'année, sur des opérations, sur ce genre de choses. Finalement, vous n'avez pas vraiment remplacé le prospectus aujourd'hui, parce que Facebook reste limité, la publicité vous avez essayé. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez tenter? Est-ce que Système U vous accompagne aussi pour tester des nouvelles pratiques, mettre en place des expérimentations par exemple? Alors, moi, j'étais servant demandeur auprès de Système U d'avoir un catalogue, un e-catalogue déjà. Est-ce que c'est pas le cas? Si, c'est le cas, mais depuis peu, et justement, c'est depuis qu'on a le e-catalogue que nous, on s'est dit aussi, tiens, c'est le moment de couper la distribution des tracts. Okay. Parce qu'on n'avait pas auparavant de e-catalogue. On en avait un, mais c'était pas du tout fluide. Ce qui est fou, c'était une catastrophe. Ouais. Donc si on a ce e-catalogue, on a tous les supports, les petits magnettes qu'on met sur le frigo ou autre avec le QR code. Voilà. Donc, du classique. Voilà. Après, il faut savoir que nous, à Vertou, on a aussi un taux promo qui est plus faible que la plupart de nos collègues. Parce qu'on a un magasin quand même avec un petit peu de pouvoir d'achat. Ouais. Donc les gens sont moins promo-dépendants que certains autres points de vente. Donc non, ça nous pose vraiment pas de problème. Et puis au contraire, si ça peut nous permettre de vendre un peu moins de promos, toujours un peu moins de promos, ça nous va bien aussi, quoi. Alors, il y a une question que je dois forcément vous poser, c'est quoi l'impact aujourd'hui? Est-ce que vous avez mesuré, avec le recul, un impact sur le chiffre d'affaires? Ça n'a pas été évident parce qu'on était sur un historique qui était compliqué à analyser. On a eu un concurrent qui est arrivé en début d'année dernière aussi, là, le Grand Frais, le fameux Grand Frais. On s'était préparé à son arrivée, donc on n'avait pas franchement peur. Donc là, on a terminé l'année 2022, on va dire, sur un étal. Donc plutôt positif, on va dire, vu les années de progression, de forte progression qu'on a eues, parce qu'en 10 ans, le magasin a fortement évolué. Okay. Donc on a réussi à maintenir quand même nos acquis. Et puis là, le début d'année 2023 est plutôt positif pour nous. On est sur une évolution qui est un peu au-dessus de la situation nantaise, on va dire. Inflation, inflation comprise ou... Inflation comprise, ouais. Donc non, on a l'impact il n'y a pas d'impact négatif sur notre activité. Aucun impact négatif sur notre activité. Même en termes de satisfaction client, vous n'avez pas vu des avis qui vous ont remonté? Non, vraiment. C'est plutôt positif pour l'instant. Ouais, vraiment, on a eu au tout début 1 ou 2 clients qui ont gueulé et puis c'est tout. C'est tout. Vraiment, on a eu de la chance. Mais je pense qu'on l'a fait au bon moment. Et quand on l'a fait, peu de magasins le faisaient en même temps que nous, même quasiment personne. Ouais. Et donc forcément, il n'y avait pas cette ambiance ou ces informations qui circulaient, donc les gens ne se posaient pas trop la question. Et là, le fait que tout le monde y aille d'un coup, ça fait aussi parler les journalistes, etc. Et à un moment donné, les clients se disent, ah bah oui, c'est vrai que tiens, c'est les méchants, voilà, les imprimeurs et compagnie, c'est pas bien. Et donc là, ça fait polémique. Donc nous, je pense qu'on est passé à travers les gouttes. J'ai un peu l'impression quand même que c'est un peu un non-événement. C'est devenu un non-événement. Les premiers, effectivement, ont eu une amplification de médias. Mais on remarque qu'aujourd'hui, ceux qui arrêtent, finalement, ils communiquent très peu. Et finalement, pour des zones urbaines comme vous, finalement, c'est pas un événement important, la fin du prospectus. Ceux qui le font, là, honnêtement, c'est par souci d'économie, c'est tout. Moi, mes collègues le font simplement par souci d'économie, parce que quand tu as des factures d'électricité qui font x3, x4, il faut regarder où est-ce que tu peux faire des économies. Ouais. Donc, ce qui est légitime aussi. Je pense qu'il y a aussi quand même l'aspect écologique, etc., qui est là. Ouais. Mais bon, cet élan si massif, là, en tout cas dans notre réseau, et puis d'ailleurs chez les concurrents également, c'est notamment aussi par rapport à ça. Ouais, tout le monde s'y met plus ou moins. Ça a été l'effet déclencheur, ouais, c'est clair. Puis il y a une question un peu d'égo aussi au niveau des enseignes, c'est qui va être le premier. C'est ça, qui va être le premier. Quand Système U est le dernier, on se dit, c'est pour sauver les imprimeurs. C'est ce que je veux dire, c'est ça, quoi. C'est de la politique à un moment donné et de l'image. On sent une forme de modernité, de vision, de vision assez
Oui, assez moderne dans ton discours. La fin du prospectus, c'est une étape vers une nouvelle forme de commerce. Où va le commerce et la grande distribution dans les 10 prochaines années? Est-ce qu'on arrive à se projeter chez U sur ce que va devenir la grande distribution? Ça bouge quand même très vite en ce moment. Ouais. Chez U précisément, je pourrais pas te répondre parce que je suis pas dans les petits mouchoirs. Hein. Après, moi, ma vision à moi, en tout cas de notre métier demain, c'est apporter toujours plus de services. Je pense que c'est vraiment ça qui va nous faire continuer à nous différencier, c'est d'essayer d'apporter encore plus de services. Et ça va être vraiment très complexe puisqu'on voit bien que humainement parlant, ça devient très compliqué d'avoir des gens qui ont le savoir-être. Ouais. Parce que nous, on part toujours du principe que le savoir-être est beaucoup plus important que le savoir-faire, parce qu'on peut toujours former quelqu'un. Par contre, on peut pas refaire son éducation. Ouais, c'est vrai. Donc on recrute nous toujours au savoir-être, mais à un moment donné, on voit bien que les CV, ils tombent de moins en moins, et donc ça va être un vrai défi que de pouvoir proposer plus de services aux consommateurs. Je pense aussi que la digitalisation va être très importante par rapport au développement de notre métier et puis à son changement. Je suis un petit peu moi aussi les startups, etc. Je pense un peu là à Le Fourgon, oui, bien sûr, qui est un livreur à domicile de liquide consigné. Enfin, je trouve que c'est complètement dans l'air du temps, ce concept. Parce que la consigne, on n'arrête pas d'en parler. Moi, j'arrête pas d'en parler. Je prône la consigne depuis pas mal de temps auprès de Système U. Et je pense que c'est un peu comme les prospectus. À un moment donné, il faut être le premier, comme je le disais tout à l'heure, il faut être le premier à faire les choses. Et moi, je serais d'avis à ce qu'on prenne un chemin important en disant on se met à recycler, à prendre les consignes, à nous équiper, nous, en magasin. On a su le faire avec les bouteilles en plastique. On voit bien, on est en capacité de mettre des machines sur notre parking ou dans notre galerie commerciale. Pourquoi pas le faire avec de la consigne verre? Parce que pour moi, c'est vraiment un tournant qu'il faut prendre. D'ailleurs, je pense que tous les embouteilleurs et tous les métiers du vin et du spiritueux peuvent en témoigner que c'est très très tendu en ce moment sur ce marché-là. Ouais. Donc pour moi, ça va être le service. C'est pas en test chez U. J'ai vu des magasins qui proposaient la consigne. Je crois que c'était en test dans quelques magasins du Grand Ouest. Oui, tout à fait. La consigne, notamment sur les barquettes métiers. Alors, les barquettes métiers, oui. Tu as les barquettes métiers avec des consignes en aluminium. Par Berny, par exemple. Oui, c'est ça. Mais je parlais de consignes en verre. Hein. Je crois que j'ai vu des magasins le faire. Dans l'est de la France, en Alsace dans notamment. Dans l'est, ça se fait, tu as des magasins qui le font. Après, sur la région nantaise, dans le coin, à ma connaissance, ça bouge. En tout cas, je trouve que ça bouge vraiment pas assez vite. Ouais. Et pour moi, ça va faire partie des axes différenciants et qui sera le premier à le faire. Et je pense que pour ce genre de choses, il faut vraiment être le premier à le faire. C'est de la communication, mais c'est aussi des choses qui sont dans l'air du temps, qui sont importantes, apporter du service aux clients. Ouais. On voit bien que notre part de marché e-commerce aussi continue de se développer. Je pense que ça va pas aller en répétissant, ça va faire que grandir. Ouais. D'avoir des magasins à taille humaine, ça a toujours apporté du service. Et puis un commerce qui continue de se digitaliser, qui apporte à chaque fois plus de services, parce qu'on voit bien que sinon les parts du gâteau font que de se couper de plus en plus. Donc, il faut aller gratter aussi les nouveaux services, vous l'avez dit. Bon, effectivement, on pense aux courses U, la livraison domicile. J'imagine que c'est des leviers qui sont importants pour vous. Ouais. Est-ce que le digital aussi peut intervenir pour développer ces services? Et comment? Oui, bien sûr. Le digital, c'est la relation client, le digital aussi. C'est le digital, c'est la relation client dans les horaires de fermeture du magasin. Oui, c'est clair. Le soir, je suis dans mon canapé, etc. C'est aussi développer justement cette connaissance du client. Aujourd'hui, elle n'est pas du tout développée, quoi. Moi, je ne suis pas capable de dire quelle est l'habitude de consommation de Monsieur Michu qui fait ses courses tous les jours, à part avoir l'étiquette éco-citoyen, parce que le gars, il achète du bio ou du machin. Mais on ne pousse pas du tout à service. Et demain, justement, pour moi, c'est ça va être la promotion, sera vraiment poussée. Envoyer un catalogue avec toutes les promos à des gens qui s'en foutent parce qu'ils n'ont pas de gamins, donc ils s'en fichent des promos avec les couches culottes et compagnie. Demain, c'est mieux cibler les intérêts, les appétences de chaque client, ses habitudes de consommation, pour aller lui proposer des bonnes offres, des choses intéressantes directement. Tu penses que la promotion existera encore dans 10 ans ? On voit ce que veut faire le gouvernement, enfin l'Europe notamment, avec la Convention citoyenne pour le climat. On voit qu'ils ont cette envie d'arrêter toute incitation à la consommation. Et quand on voit ce qui se passe avec les pénuries,
qui vont a priori qui vont revenir, même si en ce moment c'est assez calme. Mais est-ce que la fin de la promotion est possible pour la grande distribution? Est-ce que vous, en tant qu'adhérent associé, vous pouvez l'envisager? Je pense que la promotion ne sera jamais terminée et elle trouvera d'autres formes. D'autres formes de communication. Ouais, d'autres formes, comme les Eurocarte U, les tickets Leclerc, etc. C'était une nouvelle forme, entre guillemets, de promotion à l'époque. Plutôt orienté vers la fidélité. Ouais, voilà. Peut-être que demain, on ira plus sur des offres de parrainage ou des choses un peu plus personnalisées. Ouais, ou de l'abonnement, comme on a vu certaines enseignes le faire, même si c'est encore assez immature, mais il y a cette volonté-là. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus pertinentes à faire. Et justement, ce qu'essaie de faire l'État, c'est d'essayer de protéger finalement l'écosystème en interdisant certaines pratiques qui ont un effet néfaste sur l'écosystème. Par rapport à Egalim 2, Egalim 3, dont on parlait. Donc c'est sûr qu'il y a des choses, c'est des hérésies, des bêtises, mais elles sont peut-être nécessaires pour que les choses changent demain. La grande distrie est toujours un peu en porte-à-faux de tout ça, c'est le dernier maillon de la chaîne, et le secteur sur lequel on peut taper finalement c'est la grande distribution. C'est quoi votre regard par rapport à ça? On est les vilains petits canards, moi je l'ai toujours vu. Même si ça a un peu changé, mais... non, je trouve que depuis ma tendre enfance, je l'ai toujours vu à travers mes grands-parents, mes parents, c'est toujours le cas pour nous. Je pense que le système, il finira par changer aussi par rapport à ça, parce que on est mal vu. On est mal vu. C'est sûr que le métier, il est mal vu. Alors ça change un petit peu, on essaie de le changer. D'ailleurs, les communications télévisées et compagnie, elles sont vachement tournées là-dessus pour essayer de donner une image beaucoup plus sympathique. Mais il y a encore du boulot, quoi. Alors, on parlait des métiers, c'est une des raisons aussi pour laquelle les jeunes postulent finalement moins à la grande distribution, enfin en tout cas ils pensent moins. Qu'est-ce que vous faites chez U, en tout cas chez vous, pour attirer des jeunes, les fidéliser, les faire progresser aussi? Alors, pas faire progresser tout le monde bien sûr, mais qu'est-ce qu'on fait pour les fidéliser et pour les attirer? Il faut s'adapter aux nouvelles générations, parce qu'on le voit bien, on souffre des vieilles images qu'on avait. Les fournisseurs qui se faisaient piquer leurs sacoches, qui étaient dans les bureaux avec la clim à fond, etc. C'est un peu cliché. On souffre, c'est cliché, mais on souffre de plein de choses de ce type, plein de clichés comme ça. Et donc c'est en montrant l'inverse, en le montrant en fait, pas juste le dire, mais aussi en montrant que on travaille dans une bonne ambiance, dans le respect de l'un et d'autre, que la négociation, c'est un partenariat, c'est du donnant-donnant, c'est pas du monoparti. Que petit à petit on va réussir à attirer un peu plus de monde, quoi. Et puis aussi on voit bien maintenant, l'un des sujets dans notre métier c'est aussi le travail du samedi. Il y en a beaucoup, mais on doit s'adapter en organisant pour que nos salariés puissent prendre aussi du bon temps, ce qui est normal. On voit des annonces maintenant écrites un samedi sur 3 garanti, ça on ne voyait pas il y a encore 4-5 ans. On ne le voyait pas parce que le marché n'était pas tendu. Et c'est l'offre et la demande, plus il y a d'offres et plus on va aller essayer de séduire les personnes, quoi. En parlant des métiers, qu'est-ce que vous faites aussi, quand je dis vous, c'est U, est-ce qu'il y a une volonté aussi de développer l'automatisation, de développer de nouveaux outils pour accompagner le travail des équipes? On voit ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, par exemple. Est-ce que demain, on pourrait avoir des cas d'usage où les commandes se feraient toutes seules sans avoir l'aide d'un ordinateur, par exemple, en tout cas d'une IA? Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être de la robotique pour soulager les équipes sur de la manutention? On voit des exosquelettes aussi. Alors, j'ai pas vu chez U encore, j'ai cru que j'ai vu un Intermarché le faire. Est-ce que c'est des choses, on peut se projeter dans 10 ans et les voir en grande distribution? Ah oui, je pense, Nous, on a très hâte. C'est vrai. On a très hâte. Et puis, nous, on avait participé à ce que le centre informatique de Système U, le GIE Iris, est basé à Carquefou. Et moi, j'ai notamment participé à des nuits en magasin à faire des tests avec des robots qui récoltaient les cartons, etc. On a fait pas mal d'essais là-dessus et c'est vrai que ça avance pas assez vite, quoi. Et nous, on n'a qu'une hâte, c'est que tout ce qui va être tâche liée à une contrainte puisse être robotisé. Saint-Jean-de-Mont l'a testé, je crois. On était avec Saint-Jean-de-Mont, c'est Suity. Suity Cobotics, ils ont arrêté. Anciens collaborateurs. Salut Benjamin, notamment, qui nous écoutera. Anciens collaborateurs de Système U qui ont lancé leur histoire. Et donc, nous, on n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir simplifier toutes ces choses-là, c'est clair. Il faut que ça aille plus vite. Et il y a énormément de tâches qui pourront être simplifiées. Après, il y a des choses qui sont aussi très accessibles, très faciles à faire, qui ne sont pas déployées aujourd'hui.
sur lesquels on travaille. Ouais, comme Je quoi. pense notamment là, je travaille avec un ami vertavien sur une solution d'application mobile Ok. qui permet d'être. C'est une application qui permet au magasin de la piloter, de la modifier au fur et à mesure de ses besoins et qui permet de régler un certain nombre d'irritants. Donc on peut avoir une application, une plateforme Ouais. qui serait présente sur différents téléphones dans le magasin, des smartphones professionnels. Une plateforme sur laquelle j'ai plusieurs modules. Ok. On peut très bien imaginer avoir un module qui permet de remonter toutes les informations RH des équipes. Oui. Par exemple, bah, tiens, je suis ma responsable épicerie, j'arrive à 5h du matin, il me manque un gars. Ah, mais j'ai ma RH qui arrive qu'à 8h. Tac, je lui envoie une notification que j'ai un gars qui est absent, qui est en retard, qui est malade, etc. Que j'ai besoin d'un renfort pour la semaine prochaine. Voilà, on peut imaginer des choses comme ça. Régler des irritants en lien aussi avec les ruptures ou des problèmes qualité. Je suis responsable qualité, je dis ça en magasin, je fais mon audit, je fais le point sur toutes les non-conformités, tout ce que je vois, et ça renvoie ensuite ça remonte des informations directement adressées aux différents responsables. Ou alors même une application qui permet à l'accueil de remonter tous les retours clients. Voilà. Donc aux différents responsables, encore une fois. Donc, il y a des outils comme ça qui sont super simples à mettre en place, qui je pense peuvent être mis très rapidement pour simplifier aussi. C'est intéressant pour monter de l'information en interne. C'est ça. Ouais. Il y a l'aspect productivité, la robotique, etc. On va chercher de la productivité, remplacer l'humain, machin. Et puis l'aspect service, encore une fois, service et qualité, qui va être hyper important. Là, j'étais à Lyon ce week-end là, pour un salon et j'ai fait un petit tour chez Lidl quand j'ai vu Lidl à Lyon. Alors je sais plus quel Lidl c'était là. Quand j'ai vu un petit peu l'organisation qu'il y avait là dans ce magasin, j'ai dit quelle catastrophe. Et je me dis si demain notre métier c'est ça, c'est-à-dire des magasins avec des gens qui ne savent pas faire et qui n'ont pas le savoir-être, ni le savoir-être ni le savoir-faire. Alors certainement qu'on aura toujours besoin de manger et de faire nos courses, mais ça va être une sacrée catastrophe. Donc je pense qu'il faut vraiment s'activer sur toutes ces choses-là pour simplifier les tâches de travail, parce que c'est aussi ça qui use le bon personnel. C'est tous ces satellites autour du métier qui nous embêtent, les irritants qui nous emmerdent, qui usent au fur et à mesure du temps. Et c'est ça qui est dommage, parce que c'est un métier qui est tellement passionnant quand on met le pied dedans, on a envie de voir plein de choses, d'apprendre beaucoup de choses. Mais voilà, tout ce qui est tous les petits emmerdes qu'il peut y avoir autour, il faut absolument qu'on trouve des solutions pour les éliminer. Si on veut que demain, on ait des gens compétents et qui ont envie de rester et qui restent dans notre métier. Un dernier mot, on voit beaucoup d'enseignes aujourd'hui qui apparaissent. Alors, le dernier en date, c'est Tout Juste. On a vu Atacadao aussi, en région parisienne, qui a un peu de mal à s'implanter. C'est quoi ton regard sur ce maillage commercial ? J'ai l'impression qu'il y a tellement d'offres aujourd'hui. Et je compte pas d'ailleurs les maraîchers, je compte pas les producteurs locaux, les biocoop qui sont un peu en difficulté, mais c'est quoi ton regard sur ce maillage commercial aujourd'hui ? Il n'y en a pas un peu trop ? Moi je me dis que s'il y a des entrepreneurs qui se lancent dans ce genre de projet, c'est qu'ils voient finalement des besoins, et aussi peut-être qu'ils ont une image vieillissante aussi des enseignes déjà présentes, dont la nôtre. Je pense. Moi je me dis c'est des gens qui se disent que finalement on fait pas le job et qu'il y a des trucs à faire, tu vois. Et donc d'où l'existence de ces enseignes. Donc il y en a qui viennent et puis qui vont repartir, et puis il y en a qui vont rester, et je pense vraiment moi que dans les années à venir le gâteau va continuer de se partager en plus de petits parts. Tu penses? Ouais, moi je pense vraiment. Et tu vois, Tout Juste, je crois que c'est une enseigne où c'est les producteurs, fournisseurs qui sont adhérents aux coopérateurs. C'est ça. Pourquoi ? Pour avoir une juste rémunération, pour avoir les produits en magasin aussi. On revient finalement au premier sujet de base. Donc la juste rémunération, et puis aussi avoir les produits en rayon, tout simplement. Aujourd'hui, c'est un défi dans notre métier d'avoir des produits dans nos rayons. Donc demain, c'est sûr que tu as des producteurs, c'est leur propre enseigne, ils vont fournir leur magasin avant les autres. Mais ça, je dirais Leclerc, Intermarché, vous le faites déjà, ça ? Oui, mais bon, tu vois bien, ce qui fait notre force aussi par rapport à ce genre d'enseigne, nous, c'est aussi la largeur de l'offre. À un moment donné, c'est sûr qu'on peut se permettre aussi d'avoir un peu de rupture. On a une offre tellement large que le client pourra manger chez nous. Et les services qu'il y a autour aussi. D'où l'intérêt, c'est un élément de différenciation aussi. Ouais, aussi, c'est clair. Merci beaucoup, Pierre.
C'était hyper avec intéressant, plaisir. on a tenu beaucoup, enfin on a fait un podcast qui a duré 45 minutes, donc plutôt très content. Merci pour ton échange, en tout cas c'était Merci hyper à toi, intéressant. Jonathan. C'était un plaisir. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je bosse en grande distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou ressources sur l'accueil de notre site. À bientôt!